Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FOM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de RSE, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Nous allons parler d'agriculture, de circuits courts, d'économie circulaire, de développement durable, d'économie, j'espère. Vous êtes sur Zitata, restez là. FOM, épisode 172, c'est parti. FOM. 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 Aujourd'hui, je suis avec deux femmes sur le plateau de FOM. Il y a Wael Toto à ma gauche, il y a Maud Charles à ma droite. Comment ça va, mesdames ? Bien, très bien. Merci Barbara. Merci d'être avec nous sur ce plateau de FOM. J'ai un petit peu annoncé la couleur, agriculture, RSE, économie circulaire, développement durable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. Plouf, plouf. Wael. Alors, Wael Toto, agricultrice sur la commune du François. Je suis maman de 2 enfants. Je suis aussi gérante d'une société, donc les Saveurs de Wael, qui permet donc de distribuer et de commercialiser la production agricole, qu'elle soit brute, transformée ou sous forme de prestations traiteurs ou autres, à la demande. Donc voilà, on pourra parler un peu de tout ça. Oui. Voilà. Agricultrice. Et tu exploites le terrain. Enfin, je cherche. L'exploitation, c'est combien d'hectares, pardon ? Je suis sur une surface d'à peu près 5 hectares. C'est beaucoup, 5 hectares ? Oui, pour moi, oui. D'accord. Pour le travail que ça demande, oui. Et tu es seule à travailler ? Je suis seule. Tout est relatif. Donc, je suis en transmission agricole par mon père. Donc, lui, il est encore aussi sur l'exploitation sur une petite portion. Je lui ai laissé une petite portion. Et puis, oui, parce que la réalité fait qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite. Et puis, bon, c'est... Parce que ils ne peuvent pas parce que ils auraient trop peu de ressources. Ils ne peuvent pas. Ah oui, ça fait... Le RSA est plus élevé qu'une retraite d'agriculteur, ce qui est vraiment aberrant pour quelqu'un qui nourrit le peuple et qui un travail aussi harassant. Enfin, ça n'a aucun sens, mais bon, je n'ai pas trop les mots pour cette partie parce que c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Mais oui, je suis à peu près sur 5 hectares. On travaille en famille. J'ai un employé, un collaborateur, je préfère dire. Oui. Qui est avec moi maintenant depuis à peu près 10 ans. Et puis les aidants familiaux, donc il y a mon frère et ma mère aussi sur certaines choses. C'est vraiment, moi je connais Zaka Toto, que j'ai déjà interviewé plus d'une fois. Vous êtes, c'est la même famille, je crois, c'est un cousin. Oui, c'est mon cousin. Il est aussi dans l'agriculture, il fait autre chose, mais vous êtes d'une famille d'agriculteurs, on dirait, non ? Ah oui, son père et mon père sont agriculteurs, tous les deux. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est toute mon enfance. Oui. J'ai vécu que de ça, j'ai vécu que comme ça. Et bon, ce n'était pas dit que je reprenne. Effectivement, mon père a su faire une transmission très, très agréable du métier, parce que ce n'est pas un métier forcément agréable, mais il a su nous faire aimer ce qu'il fallait, en tout cas, du métier. Et aujourd'hui... je dirais toujours on, parce que on est en famille. Mais aujourd'hui, on prend plaisir à continuer et à apporter d'autres choses à ce qu'il a déjà mis en place. On va y revenir, Wael. Est-ce que tu peux te présenter, Maud, s'il te plaît, Maud Charles ? Oui, alors Maud Charles, maman. J'ai le cabinet Cap Vergence que j'ai créé depuis 2019 qui accompagne les entreprises. Donc, dans un premier volet, c'est la structuration et le développement d'activités. Et puis, dans un second volet, j'ai aussi ma casquette de formatrice où j'amène ces entreprises à adopter des pratiques plus durables grâce à la démarche RSE. Donc, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, je travaille avec un certain nombre de partenaires. Je travaille autant avec les entreprises des secteurs, on va dire, un peu traditionnels comme Wael, donc l'agro, l'agriculture, le BTP. Et puis, je peux aussi travailler avec les organisations publiques, puisqu'aujourd'hui, la démarche RSE concerne le privé, mais aussi le public.
Voilà. Et tu as fait des études, donc tu as fait un bac littéraire spécialité de langue renforcée au lycée de Bellevue, un BTS commerce international, tu as été juriste, où est-ce que tu as été juriste À Paris aussi, parce que j'ai fini mes études en Hexagone comme beaucoup de jeunes. Hein. Je n'ai pas pu les terminer ici parce que j'ai fait un double diplôme, un double cursus droit anglais, français. Donc j'ai appris aussi, on va dire la jurisprudence anglophone. Et puis après, je suis rentrée aussi ici. Je travaillais aussi un peu à l'étranger. Et puis j'ai décidé de rentrer en Martinique travailler. Tu as décidé de rentrer en Martinique. Oui, j'ai décidé. Toi, tu décides de nourrir les Martiniquais. Mais j'ai décidé aussi de rentrer. Tu étais où, toi? Moi, j'ai fait... parce que moi, j'étais dans le marketing. Hein, donc, bien sûr, l'agriculture, toujours fait à côté, puisque, voilà, je suis dedans. Tu as fait des études de marketing? Et j'ai fait des études de marketing, spécialité grande distribution à Paris. Et après, je suis partie à Montréal faire une spécialité marketing encore. Et tu as décidé de revenir ici? Et oui, quand est-ce que tu es revenu? En 2000, moi, c'était en 2007. Et toi? 2010. Et pourquoi vous décidez de rentrer? Parce que beaucoup sont restés là-bas. Vous décidez de rentrer, toi, tu as travaillé dans le marketing quand tu es revenu? Oui. Ok. Et puis à un moment, tu as arrêté? À un moment, il fallait faire un choix parce que quand je suis rentrée, l'objectif était de reprendre l'exploitation de toute manière. Maintenant, pas d'emblée parce que quand on rentre, on ne va pas chez les parents, on veut avoir une sécurité financière, enfin trouver un équilibre avant de se lancer puisque l'entrepreneuriat, on sait ce que ça donne aujourd'hui, encore plus, donc heureusement. Et donc j'ai travaillé avant, ça permet aussi de voir comment le pays fonctionne, puisqu'on n'est pas entier, c'est un tissu économique aussi. Je me lance dans une production qui est commerçante, donc il faudrait savoir aussi ce qui se passe. Et voilà, à un moment, il fallait faire un choix parce que faire les deux, ça devenait difficile et puis il faut se lancer, quoi, parce que l'agriculture, c'est long, ça pousse, c'est du vivant, donc les choses prennent du temps et il fallait faire un choix. Donc oui, en 2012, j'ai arrêté de travailler pour faire que de l'agriculture. Tu ne regrettes pas? Non. Tu es contente? Ah oui, oui, oui. Et toi, revenons au retour, parce qu'il en est beaucoup question. Toi, donc, c'est un choix que tu as fait, donc, c'était volontaire. Comment tu te l'es formulé, ce choix-là? C'était volontaire. Alors, c'est vrai que quand je suis partie, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais revenir. Hein. Tu sais, il y a des gens qui disent est-ce que tu pars définitivement en Hexagone? Moi, c'est vrai que c'est une question que je ne comprends pas, parce que je me dis mais on a le droit de partir, de revenir. Enfin, les choix aujourd'hui évoluent. Et dans ma tête, je m'étais dit dès que j'aurai l'occasion et que je me sentirai prête à revenir, je reviendrai. Donc, l'occasion s'est présentée, je suis revenue. Ça n'a pas été facile, je ne vais pas te mentir. Pourquoi? Parce que quand je suis revenue, on m'a fait comprendre un peu est-ce que vous avez travaillé ici? Qui Je n'ai pas envie de citer de nom, mais des gens dans les institutions, dans ta famille. Alors non, dans ma famille, j'avoue, j'ai toujours été soutenue parce que tu sais, on a des entrepreneurs dans ma famille. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un seul que j'ai eu, c'est ma famille. Mais dans des institutions, des gens que je rencontrais, mode voiture entrée, faire quoi? Ici, il n'y a rien. En déni, quoi. Ouais, un déni de 2010. Hein. Oui. Donc on est en 2024, on n'a pas trop changé malheureusement. Et j'ai tenté l'aventure. Je me suis dit, si je me laisse un an, un an et demi, si ça ne fonctionnait pas, je repartais. Bon, j'ai eu des opportunités. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné l'opportunité de travailler. Donc j'en pense à eux d'ailleurs. Tu as d'abord aussi, tu as fait un petit peu comme moi. Tu as d'abord travaillé au sein de structures qui existaient et après tu as créé ta boîte en 2019. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc j'ai appris effectivement à comprendre le tissu martiniquais, antillais plus ou moins largement. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai le cabinet depuis 2019. Et quand on est entrepreneur, donc quand on dit j'ai appris à comprendre le tissu, comment vous le percevez? Là, on enregistre cette émission, on est en plein mouvement contre la vie chère. Il y a eu des entreprises qui ont été dévastées. Il y a 1200 personnes qui sont au chômage en activité partielle. Donc il y a vraiment un contexte économique assez dégradé, on va dire. Hein. Là, comment vous appréciez la situation? Je voudrais qu'on parle précisément un petit peu d'économie, de la perception du chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Mode peut-être. Qu'est-ce que tu penses? Alors, tu dis que tu as eu le temps d'apprécier finalement l'écosystème. Donc, quel a été ton constat? Et puis aujourd'hui, comment tu pourrais t'exprimer sur cette question? Alors, mon constat, bon, je veux rester quand même optimiste, hein, parce que je suis de nature optimiste. Mais je trouve que c'est toujours aussi compliqué, parce qu'on retrouve les mêmes difficultés qu'il y a 5-6 ans. Enfin, on va pouvoir répondre. C'est quoi les difficultés? C'est une bureaucratie qui est paralysante. Enfin, il faut dire la vérité, c'est compliqué aujourd'hui de déposer des dossiers. Du papier. C'est aussi des coûts. Alors, on a dit on est insulaire, donc des coûts d'exploitation. Donc, ce qui
concerne l'entreprise qui est de plus en plus élevée. Et puis une perception même pour toi qui es dans le service, mais bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, toi tu n'importes pas. Je n'importe pas, mais moi j'achète. J'ai un bureau, j'ai un ordinateur, donc aujourd'hui ça fait partie de mes charges d'exploitation. Quand moi j'ai un prestataire qui m'augmente un prix d'un outil, il faut bien que je le répercute quand même dans ma prestation. Enfin, c'est pas gratuit, ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut être aussi à l'aise avec ça. Et la vision du chef d'entreprise en Martinique, je précise, on m'a dit oui, mais il faudra d'ailleurs, moi je parle ici, elle est encore mauvaise. On nous prend pour des profiteurs. Profiteurs, Voilà, profiteurs, vivent la vie. Capitalistes, profiteurs, Et c'est dommage parce que finalement, on est concerné aussi par la vie chère. Bien sûr. Mais plus que jamais. Puisqu'on achète pour revendre ou on produit, voilà. Donc, et même dans notre quotidien, comme les autres. C'est ça, donc je suis étonnée qu'on est autant... Enfin, je ne suis pas étonnée, mais je suis très triste, je t'avoue, de voir que finalement, on pille et on tue le travail d'entreprises martiniquaises qui sont elles-mêmes concernées par ces difficultés-là et qui essaient de s'en sortir en réalité, il faut dire la vérité. Est-ce que le contexte, en fait, c'est une analyse, je mets en discussion, est-ce que c'est pas lié à notre passé, une forme de tradition? Avant l'émission, je vous racontais ça, quand j'étais gamine, quand j'ai dit à mon grand-père je vais être journaliste, il m'a dit ça qui journaliste, fait docteur, fait fonctionnaire. Donc tout le monde était fonctionnaire parce que c'est le CDI, c'est la carrière longue, c'est l'assurance, la sécurité. Est-ce qu'on n'a pas encore regardé ça, alors même que parce que c'est vrai que les gens se focalisent peut-être quand on pense à l'entrepreneur sur le grand chef d'entreprise, c'est Bernard Ayotte qui symbolise l'entrepreneuriat en Martinique, alors que c'est une majorité de très petites entreprises. Ce sont aussi des entreprises agricoles. C'est ça, c'est cette espèce de vision. Peut-être, est-ce qu'on a compris que ça crée de la richesse, par exemple, un entrepreneur, mais que ça soit des services? Non, en fait, alors si tes collaborateurs ne l'ont pas compris, déjà, le consommateur, c'est encore plus compliqué. Et enfin, moi, je trouve que je suis confrontée à ça au quotidien. Maintenant, en faisant de la vente directe, du circuit court, ça permet de discuter, d'éduquer, on va dire entre guillemets, le consommateur, parce que il n'est plus le même. Il n'a rien à voir avec... Enfin, moi, j'ai connu les marchés depuis toujours, donc ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. On est quand même dans une vente de ce qui est vital, c'est pour manger, mais de manière plus saine, c'est pas de street food, on n'est pas dans ça, alors que ces choses-là, c'est ce qui marche en fait aujourd'hui, vraiment, réellement. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est le consommateur, il faut prendre le temps de l'éduquer, de lui parler, de lui expliquer tout le temps pourquoi c'est à ce prix-là, ou pourquoi on fait comme ça, ou pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi moi je vends un fouillis à pain. Ben écoute, il y en a qui ont des fouillis à pain dans leur jardin, qui peuvent donner aux voisins. Mais moi, Wael, par contre, c'est mon métier. Il faut comprendre aussi, et je trouve que ça, c'est culturel. On ne donne pas un statut à un agriculteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé jardin, et puis c'est tout. Quand il faut à tout côté, il n'y a pas qu'à imaginer qu'on lit 5 hectares. Et Kimania d'ailleurs, comment tu cultives, comment tu exploites ton terrain, toi? Ben voilà, par exemple, aujourd'hui, le fouillis à pain, je prends l'exemple du fouillis à pain, je le vends comme il est, je le transforme, il faut le récolter. Un fouillis à pain qui tombe, moi, je ne le vends pas, en tout cas. Ça tu sais qu'on mange ça, d'ailleurs, j'ai vu ça dans des vidéos, tu sais, ça fait comme les durions ou les jacques. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que tu ne vas pas vendre à la personne de manière... Moi, franchement, le fouillis à pain, je le transforme sous toutes les formes, il n'y a pas de souci. Je le y compris en confiture, hein? Ah oui, je fais tout, vraiment tout. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand tu as un arbre comme ça, tu dois récolter. Bien sûr. Il faut le tailler de manière quotidienne, mais en tout cas, sur l'année, tu vas le tailler, tu vas t'en occuper, tu vas débroussailler autour. Si tu as un châtaignier, c'est pareil, les châtaignes, elles tombent, il faut attendre qu'elles tombent. Donc, en fait, c'est des petites tâches, on n'a pas l'impression, mais ce sont des heures de travail. C'est comme quelqu'un dans un bureau, c'est des petites tâches qui sont des heures de travail. Tout simplement. Et là, les gens, il faut expliquer tout ça. On en arrive à ce stade-là. Et le consommateur en face, il faut qu'il comprenne que nous, les petits, on est face à des mastodontes, qu'on le veuille ou non, et puis on se bat tous les jours contre un mur comme ça. Alors, je ne parle pas du mastodonte ou des vendeurs à la sauvette au bord des routes, des gens qui n'ont pas de numéro de tirette alors que toi, tu essaies de faire tout dans les règles, tu perds tes charges, tu as des employés... T'as la répression des fraudes, t'as tout. Et tu as le contrôle éventuellement anti-chlordécone. Mais tu as tout. Hier, ils étaient chez moi. D'ailleurs. Mais moi, je suis contente qu'ils viennent. Mais maintenant, il faut que ce soit juste. Bien sûr. Et pourquoi? Il faut que ce soit mis
pour et tout puis, le monde. Et puis, comme disait à l'époque, des dessins pris qui a des publicités, ou qu'à aller marcher ou pas qu'à marchander, ou qu'à aller dans le supermarché ou pas qu'à marchander, ou qu'à venir au marché, ou qu'à venir au marché ou qu'à marchander, qu'à dire, le kilo de tomate est 6 €, comment elle est 6 € alors que tu as acheté le paquet de biscuits 5 €. Ben oui. Donc, en fait, il faut trouver un juste milieu aussi dans sa manière aussi de consommer. C'est ça, quand je dis éduquer le consommateur, c'est ça. Aujourd'hui, quand je parle, c'est parce que aussi je me permets de dire certaines choses par rapport à l'expérience. J'avais une boutique, je vends enfin, ça fait quelques années aujourd'hui. Donc, je suis face quand même aux consommateurs avec qui je discute, avec qui on échange. Donc, effectivement, la notion de manger, ici aussi, si on revient à la vie chère, le consommer local est cher parce que les gens aussi voient une assiette comme ça. Les pâtes et le poulet qu'on met dessus, et c'est comme ça. C'est pas la petite assiette avec les petites pâtes, c'est pas ça. Qui serait bonne, juste voilà, nutritivement. alors que c'est pas la quantité. Quand les gens ils comprennent pas que c'est pas la quantité, mais c'est ce que réellement tu vas apporter à ton corps au moment, dans la saison, dans l'année. Enfin, c'est des choses qui ont l'air logiques, bateaux, mais on ne les applique pas. Oui, mais il faut, et comme tu dis, c'est éduquer, n'est-ce pas? Voilà. Il y a une phase d'éducation, alors qui aujourd'hui me semble devoir intervenir très tôt. Moi, j'ai un enfant, il a 6 ans. Quand il me demande quelque chose, je lui explique. Aujourd'hui, voici combien ça coûte, etc. Moi, je n'ai pas de tabou sur l'argent. D'accord? Donc, quand mon fils me demande quelque chose, je lui explique combien ça coûte, pourquoi oui, pourquoi non. Donc, par exemple, il a de l'argent, il va comprendre que ça vaut ça. Je pense qu'il faut revenir aussi à une éducation, et ça, on ne l'a pas eu. Enfin, moi, je n'ai pas eu ça quand j'étais à l'école. Et je crois qu'aujourd'hui, très, très tôt, il faut expliquer c'est quoi l'économie. Parce qu'on n'aurait peut-être pas eu aujourd'hui à déplorer ce qu'on voit. Si les gens comprenaient que, comme tu l'as dit tout à l'heure, une entreprise crée de la richesse. Je suis désolée, ce n'est pas avec des activités, on va dire, publiques qu'on crée de la richesse au pays. Ça vient en service. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais plus de 20% aujourd'hui des salaires dans le public sont financés par le privé. Comment on fait si on n'arrive pas à développer l'activité économique, ça va devenir compliqué. Donc, il faut aussi avoir un rapport, je pense, à l'entrepreneuriat qui revienne vraiment à des choses, on va dire, un peu plus sereines, parce que quand tu entends les gens parler, justement pendant cette phase-là de vie chère, tu entends je suis désolée, des inepties, des énormités. Mais si les gens savaient que dans un prix, tu as l'échange social, tu as le fisc, tu as le prix de ton fournisseur, et que finalement ta marge est réduite, que parfois tu touches moins que salarié quand tu es entrepreneur. Des fois, tu ne touches pas. Ou parfois, tu ne touches pas. Quand tu lances ta boîte, tu ne touches pas d'argent. Tu ne peux pas. Et des fois, non, tu ne peux pas toucher d'argent. Il y a des domaines qui sont encore plus compliqués parce que la mise en place des choses est longue. L'installation de jeunes agriculteurs, c'est un parcours du combattant. Donc, quand on te donne un investissement là, il faut attendre un autre, il faut attendre. Mais à quel moment? Enfin, moi, j'estime que c'est exagéré. Mais après, comme on revient, comme tu dis, les collaborateurs, quand l'éducation n'est pas faite plus tôt, peut-être à l'école, les collaborateurs, moi, quand mon employé ou quand j'ai eu des apprentis ou des stagiaires, je ne cesse de leur expliquer que quand tu viens faire ta journée, en fait, c'est toi qui fais ton salaire. C'est pas moi, en fait. À quel moment tu penses que je vais pouvoir créer plus que ce que moi, je peux faire? Si on prend quelqu'un, c'est pour développer des choses en plus. C'est pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Et en fait, il faut vraiment que les gens perçoivent ça. Et quand je dis que les jeunes aujourd'hui, enfin, moi, je trouve qu'il y a un problème de valeur, c'est toutes ces choses-là. Et c'est la valeur des choses qui font qu'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte ou les gens qui travaillent, que c'est eux qui créent. Oui, et puis il y a aussi, je me permets d'insister 2 secondes sur ça, la question du salaire, par exemple. Tu dis que tu ne te paies pas de salaire parce que tant que tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu ne te paies pas de salaire. Et puis bon, tu peux avoir un compte en banque, ton banquier ne te fait pas forcément de découvert. Si tu n'as pas le chiffre d'affaires qui rentre parce que tu n'as pas pu faire ta journée, parce que c'était barré, que tu n'as pas pu aller travailler, mais ce mois-ci, tu n'as pas de rentrée d'argent, donc tu peux pas. Parce qu'un salaire que tu vas payer, tu vas prendre un employé, tu as des employés, toi, moi? Je travaille avec des partenaires. Tu as des partenaires, mais bon... Employer quelqu'un, avoir un salarié, pouvoir payer quelqu'un au SMIC, c'est à chercher. Parce que si tu as un petit chiffre d'affaires, parce que c'est charge sociale, tu vas donner 1 300 € net
à un salarié, en fait, tu vas, en tant que patron ou chef d'entreprise, tu vas payer 500 €, 600 € de plus. Donc, c'est ça aussi, l'éducation dont vous parlez. Il faut expliquer. Il faut expliquer ça. Après, ce que tu dis est vrai, mais il faut être transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi que les organisations publiques soient transparentes. Tu vois, souvent on dit, oui, tu disais tout à l'heure, oui, il faut faire le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires ne rentre pas dans la poche, il faut que les gens comprennent d'un chef d'entreprise. Oui. En face, tu as des charges à payer. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, on a un vrai sujet entre la relation privée et publique. Là, il y a en quoi En fait, aujourd'hui, tu te rends compte que sur des projets qui pourraient aider des entreprises à se développer, c'est parfois le parcours du combattant. Oui. C'est quand tu parles de bureaucratie. Si les entreprises développent, l'organisation a tout intérêt, puisqu'elle a plutôt une mission sociétale. Et en fait, le pire, c'est que ce temps d'attente, des fois, il y en a qui coulent. Bien sûr. Franchement, alors qu'il y a des idées, il y a des choses quand même qui sont pertinentes, qui sont cohérentes par rapport à ce qui se passe sur l'île. Il y a beaucoup de notre génération qui sont rentrés. Autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs dans d'autres domaines. Et qui croient. Mais qui croient. Heureusement qu'ils Mais tous les jours, on a le même discours. Mais côté nous qu'à aller, à qui moment nous qu'à c'est trop long. C'est trop long. Et puis, on a un volet aussi maintenant, pratiquement, tu es entrepreneur, tu es militant. Voilà. Quand tu crées une entreprise, c'est pas quoi être militant. C'est ça, militant. On est dans un sacrifice. Tu peux être militant parce que tu as des vœux, mais tu peux pas être militant pour ton entreprise. Parce que tu es dans le sacrifice, en fait. Oui, tu es dans le sacrifice. Toi, donc tu pratiques de bas prix, etc. Il faut baisser les prix. Et puis en plus, parfois, tu as l'impression que tu embêtes. Moi, je disais ça. Que tu embêtes les administrations. C'est dommage parce que tu te dis, mais en vrai, il y a un projet derrière. Donc, si on comprenait la portée et la plus-value de ces projets-là pour le territoire, je pense qu'on aurait eu un autre rapport entre le privé et aussi le public. Alors, je ne jette pas la pierre parce que l'idée n'est pas de jeter la pierre, mais il faut pouvoir mettre ça aussi sur la table en disant, il y a un travail à faire entre le public et le privé et qu'on arrête de croire que le privé, c'est des voleurs, des profiteurs et que le public aussi vienne soutenir le privé. On a besoin de ça aujourd'hui. OK. Focus, on va changer un petit peu de thème. Alors, dans Focus, je voulais qu'on revienne sur ce procès fleuve, le procès des viols de Mazan. Vous avez entendu parler de ça, mesdames? Maud qui fait... Oui. Et Wael, c'est vrai, on peut faire que ça. Pourquoi vous faites que ça? Donc, Gisèle Pellico, cette femme qui a été violée par plus de 50 messieurs sous drogue, en fait. Elle a été soumise chimiquement, comme on dit, par son mari. Elle l'appelle plus, d'ailleurs, mon mari, c'est Monsieur Pellico. Donc... et alors, je voulais qu'on parle des derniers développements, parce que donc elle a la parole, Gisèle Pellico, et donc elle s'adresse à son mari. Et c'est Brut qui nous parle de ça. Donc elle a des mots très forts, Gisèle Pellico. Elle n'a pas de haine, en fait. Elle veut que les choses changent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a voulu qu'il n'y ait pas de huis clos. Elle a voulu ouvrir, finalement, la porte de ce procès dans une démarche absolument féministe. Vous avez suivi un petit peu, mesdames? Oui, un peu. Et Maud, alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je t'avoue que j'ai été très... Au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais... parce qu'ils ont eu 50 ans de vie commune. Oui. Je me dis, mais... 50 ans à côté de quelqu'un qui, finalement, vous a trompé toute votre vie. Voilà. Qui est malade, en fait. Qui est malade. Voilà. Vous étiez à côté de quelqu'un de malade. Déjà, un peu cette surprise. Et puis, j'ai trouvé très courageux de sa part. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant. Et je suis d'accord qu'elle ait ouvert on va dire le procès, parce qu'en vrai, là, on doit changer de camp. Je ne vois pas pourquoi ce serait à elle finalement d'avoir honte de ce qui lui est arrivé. Donc, je la trouve très courageuse et j'espère que ça sera peut-être justement encore une de ces femmes qui va permettre aux autres de pouvoir parler lorsqu'elles se trouvent dans ce type de situation. Ouais, comment tu l'interprètes alors? C'est vrai que, en fait, quand on lit un petit peu, donc là, on découvre un peu le milieu, le couple, l'arrière-cour du couple. Donc, elle, c'était quelqu'un de très éduqué. En fait, on sent comme une forme de jalousie aussi, quand on lit un petit peu des articles qui développent ces aspects-là. Et donc, ils sont de milieux différents, de niveaux culturels différents. Et elle dit, moi, j'ai toujours voulu te tirer vers le haut. Et puis, lui, il s'est laissé attirer et sombrer dans les bas-fonds de l'âme humaine. Qu'est-ce que tu penses de ça, Wael? Ce que disait aussi Maud, finalement, elle a vécu 50 ans à côté de cet homme. Pour moi, elle, en tout cas, elle s'est trompée toute sa vie. Parce que Mais ça peut arriver ou pas?
Moi, j'y crois pas, parce qu'à 50 ans, il y a des questions à se poser. 50 ans, non, mais elle était a droguée. raté des choses. Non, mais elle était droguée aussi. Elle était droguée, en fait. Elle a été violée parce qu'elle était droguée. C'est comme ça qu'on a violé. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'elle a, par rapport à quand on voit d'autres couples? Non, d'autres femmes qui ont peut-être été violées, comment elles le vivent. La façon dont elle le vit est plus facile, entre guillemets, pour elle, parce que je pense que le fait qu'elle ne l'ait pas vécu, comme les autres femmes, pour elle, c'est un peu plus simple de pouvoir en parler maintenant. Mais c'est 50 ans quand même, 50 ans de trahison, c'est ce qu'elle dit. Elle a été trahie pendant 50 ans par cet homme, quoi, non? Oui, mais comment on fait pour savoir si c'est vrai aujourd'hui, quoi? 50 ans, je trouve ça très long. Comme tu vis avec la personne tous les jours, c'est compliqué de ne pas voir quand même qu'il y a un moment, il y a une faille. Mais donc tu n'y crois pas, hein? Je sais pas. Franchement, je ne vais pas me positionner, mais... Non, mais en fait, le type, c'est avéré. Il a soumis, en plus, il a documenté ça. Hein. C'est-à-dire que rien n'est inventé. On est allé dans son ordinateur, enfin, ça, c'est factuel. Allons poser les choses. Ça, c'est factuel, on ne peut pas revenir sur ça. On est allé dans son ordinateur et il a documenté tous les viols. Il a documenté tous les viols. Il a livré sa femme, et on lit des choses, il faut lire. Il a livré sa femme à des hommes, sa femme à des hommes, et il les a filmés. Et l'ordinateur, elle n'a jamais eu accès, elle n'a jamais vu ça. Si, c'est parce qu'elle a eu, c'est parce qu'elle a eu accès qu'elle s'est rendue compte que ça s'était passé. Mais il y a eu des précédents avant. Je crois qu'avant qu'il se... Alors, je ne sais pas si c'était déjà marié avec Gisèle Pelicot, mais apparemment, on aurait retrouvé son ADN sur des crimes non élucidés. Il n'en serait pas à sa première affaire. Donc, c'est peut-être un serial violeur et tout. Mais si tu veux, ce qui est reproché là, c'est pour ça que ce procès est extrêmement exemplaire. C'est le nom. C'est non seulement le nom, mais c'est documenté. Ça n'est pas, c'est pas un témoignage contre notre témoignage. Et c'est le statut aussi d'ailleurs du viol en fait, parce que tous les hommes qui l'ont violée, ils ont un problème avec le consentement. Ils n'ont pas l'impression d'avoir violé cette dame parce qu'elle était comme ça endormie et parce qu'elle était droguée en fait, et elle ne se rendait compte de rien. Et c'est parce que finalement ils sont tombés sur les vidéos qu'ils ont vu que ça s'était fait. Mais voilà, mais c'est aussi l'attitude des hommes quoi, qui il n'y a pas d'intentionnalité parce que la dame est là comme ça, elle est droguée. Oui, surtout que d'autres sont revenus, donc une fois, mais deux fois, trois fois. C'est quand même bizarre que tu trouves la même personne qui soit endormie et que tu reviennes. Voilà. Non, c'est assez louche. C'est louche et il risque d'être condamné, ce qui serait... on va voir. Mais, et c'est un procès qui est vraiment fleuve. Ça a commencé le 2 septembre. Mais même elle, ils vont se poser quand même des questions au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire 50 ans. Mais elle n'y croit pas, c'est incroyable. Hein. Mais si tous les soirs, si tu dors avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un... Tous les soirs, on te drogue. Il n'y a pas un moment où tu ne sens pas que tu es drogué? Non, si tu es drogué, on te met un somnifère. Le propre du somnifère, c'est que tu dors. Non, mais à aucun moment, pendant 50 ans, le mec, il n'a pas eu... Non, ça n'a pas duré 50 ans, le fait. Enfin, ça n'a pas duré 50 ans, mais elle a vécu avec lui 50 ans. La partie, je ne sais plus de combien de temps ça a duré, les viols, mais si tu veux, elle avait affaire avec un homme qui lui a donné 3 enfants, elle a des petits-enfants, et il se trouve qu'à un moment, il est parti dans le côté sombre, le côté obscur de la force, et voilà, mais juste, en fait, je t'invite à lire les articles. Ces choses-là sont documentées, il n'y a aucune remise en question de ça. Aujourd'hui, la question, c'est sur l'intentionnalité, finalement, et de tous les co-accusés, parce qu'ils sont 51. Tu vois, le côté matériel du crime n'est pas remis en question. Tu comprends ? Et voilà. Et d'ailleurs, voilà. Jingle, mot de femme, on continue la discussion. Tellement énorme qu'on a du mal, en fait. C'est trop énorme, on a du mal à se rendre compte, effectivement, de l'énormité. Et on se dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, comment elle n'a pas pu se rendre compte. Mais c'est ça. Comme quoi, on peut effectivement amener à vivre des situations dont on n'a pas absolument la maîtrise, quoi. Surtout si les gens en face... on est en totale confiance. Voilà, ça arrange pour qu'on ne l'ait pas, cette maîtrise. Et alors, toi, Maude, tu accompagnes les entreprises pour avoir une forme de maîtrise sur leur développement. Tu as vu comment j'ai fait la transition? Ça, c'est de là. Et
comment tu fais donc tu les accompagnes, notamment sur des questions alors, de leur développement, mais aussi de la question du développement durable et du RSE. Raconte-nous ça, s'il te plaît. La RSE. La RSE, oui, chaque fois que je le dis, mais je devrais le savoir. J'en profite parce que la responsabilité sociétale. La RSE, ouais. Alors, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'intégrer des questions économiques, puisque tu l'as dit, on a des questions de développement de l'activité, avec des questions du développement durable. On ne sépare pas. Aujourd'hui, dans la méthodologie que j'applique, je ne vais pas traiter la question des coûts d'exploitation et puis à côté, la question environnement, la question sociale. C'est qu'on essaie de trouver justement des points de convergence pour se dire, au lieu de traiter chaque point différenciant et puis prendre plus de temps, là, on va effectivement mettre en place une stratégie qui va nous permettre effectivement de pouvoir travailler sur l'aspect social, économique et environnemental. Puisque finalement, une entreprise, quand tu regardes, elle a un impact sur ces points-là, que ce soit sur l'économie, le social ou l'environnement. Et pourquoi ça ne devienne pas non plus un pataquès en se disant « ça m'apporte quoi ?» Aujourd'hui, je propose la partie accompagnement conseil, mais aussi formation. Parce que l'idée, c'est quand même que ces entreprises soient autonomes. Je n'ai pas vocation à être là sur un certain nombre de temps avec elles. Non, l'idée, c'est de leur permettre justement d'avoir cette autonomie et de continuer justement à mettre en place un certain nombre d'actions pour leur permettre de développer leur activité. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je travaille. Je travaille aussi avec d'autres partenaires parce que je ne suis pas spécialisée en tout. Et on a aussi cette façon de collaborer qui fait qu'on arrive à apporter, à notre sens, notre pierre à l'édifice, mais en ayant, on va dire, une intervention one-shot. C'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier les interventions qui peuvent devenir très lourdes pour des entreprises de petite taille. Mais l'idée, c'est qu'on passe des phases et qu'à chaque phase, on puisse effectivement constater les résultats et les impacts. Concrètement, une démarche RSE donc, consisterait en quoi pour une petite société? Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, Wael, avec les saveurs de Wael, oui. Alors, elle est dans une approche globalement de production-développement durable, clairement. Oui, alors, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais dans une entreprise qui serait une entreprise de service, par exemple, en quoi pourrait consister cette démarche RSE? Alors, même si elle est déjà dedans, ça ne l'empêche pas. Mais alors, pour te dire qu'en fait, on part déjà du diagnostic de ce qu'elles font. Parce que les entreprises, contrairement à ce qu'on pense, ou elles-mêmes pensent, elles ne partent pas de zéro. C'est rare. C'est juste que ce n'est pas forcément structuré. D'accord, on fait des choses un peu de façon éparse et on se rend compte que, effectivement, cette action-là rentre dans des critères du développement durable. Sachant que le développement durable repose sur ce qu'on appelle des objectifs du développement durable. Il y a 17 objectifs qui sont mondiaux, donc qui ne concernent pas que la France. Ça, c'est des objectifs de 2030. Voilà, aussi de 2030. Et, par exemple, le secteur de Wael a des objectifs qui lui sont propres. Le BTP a des objectifs qui lui sont propres. Les prestataires, enfin, pas les prestataires de services, mais le BTP, on a la grande distribution, on aura d'autres secteurs, la restauration. Les zéro plastique, des choses comme ça. C'est ça. Donc, on a des lois qui sont sorties. OK, mais au-delà des lois, l'idée, c'est de savoir en quoi c'est pertinent pour l'entreprise. Oui. Je ne suis pas partisane c'est la loi, il faut appliquer la loi. Oui, mais en même temps, la loi. Oui, mais on a quand même des échéances. On a des échéances, mais on se rend compte que les entreprises, en tout cas, beaucoup d'entreprises ne le prennent pas forcément très bien parce qu'elles se sentent beaucoup plus contraintes et qu'on ne prenne pas en compte leur enjeu. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'être que sur la contrainte, je dis. Oui, mais il y a la contrainte, mais derrière, il faut montrer l'opportunité et à quoi vraiment ça va servir. Je crois que c'est là où on a, tu vois, ce basculement qui peut être pertinent. Oui. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, on va repousser. Tu sais, ici en Martinique, on aime bien dire « Ah oui, mais comme on est un territoire, il faut encore adapter, il faut adapter. » Sauf qu'à un moment donné, comme tu disais, on ne va pas pouvoir systématiquement adapter. Oui, par exemple, pour le territoire martinique. Pardon. Tu disais, donc, tout ça découle de... Enfin, globalement, il y a eu des choses avant 2015, mais c'est la COP 21, la COP de Paris, la conférence de Paris qui était un peu le cadre. Et puis, il y a eu des lois, la loi résilience, la loi Pacte, etc. Oui. Mais par exemple, la loi AGEC, la loi sur la disparition du plastique, la loi anti-gaspi, dans la restauration, par exemple, tu as un objectif, tu vas avoir un objectif de faire disparaître le plastique. OK ? Usage unique. Ou à usage unique, exactement. Mais comment te dire ? Il y a quand même une deadline à ça. On dit aux gens, il faut que ça disparaisse à partir d'une certaine année. Donc, il y a l'objectif et la contrainte, je veux dire, légale, mais tu leur expliques que finalement, c'est très bien par rapport à leur public et tu essaies de voir avec ces entreprises où ça peut être aussi économiquement intéressant. Mais c'est là tout l'enjeu, en fait, parce qu'au-delà de la contrainte, on sait qu'effectivement, l'emballage doit disparaître. C'est sur le plan économique,
quelle économie peuvent réaliser ces entreprises. Ça aussi, c'est pertinent, tu vois. Sur le plan social, est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité d'embaucher quelqu'un qui puisse vous accompagner, donc qui va vous aider à monter en compétences aussi. Tu vois, je pense qu'il faut aussi faire ce travail de trouver l'intérêt des deux parties. Et la démarche RSE a cette vocation. Il faut que chacune des parties trouve son compte. Mais est-ce que là, parce que si tu veux, ces lois-là, donc c'est dans un cadre, et j'ai rappelé que c'était les objectifs de la COP21, tu sais, réduire le réchauffement climatique, enfin, réduire l'augmentation des températures et les garder sous un certain seuil d'ici la fin du siècle. J'ai envie de dire, le chef d'entreprise, petit chef d'entreprise, dans sa partie, il n'est pas forcément préoccupé par ça. Peut-être que Wael est préoccupée par ça, parce que Wael est dans l'agriculture, elle voit d'ailleurs les conséquences. Mais c'est évident, les conséquences du réchauffement climatique sur son activité. Mais toi, comment tu apprécies précisément l'état d'esprit des chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cette question réchauffement climatique / développement durable? Alors certains, oui, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont quand même impactés. Bon, Wael, tu le vois, quand on a des problèmes aujourd'hui de sécheresse qui a duré très longtemps pour nous, on a des vrais sujets, tu vois, qui va impacter des entreprises qui ont besoin d'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau pour irriguer leur replantation, mais ils ont besoin d'eau en interne, tu vois. Donc, on se rend compte que, de façon indirecte, on a quand même des entreprises qui sont impactées par exemple, le réchauffement climatique. Donc, ça commence à rentrer. Aujourd'hui, tu as aussi, je dirais, une question de... Tu as une entreprise pour qui tu es prestataire qui, aujourd'hui, a engagé une démarche qui va te demander quels sont les critères que tu as mis en place pour continuer le contrat avec toi. Oui. Eh bien oui, parce que les gens sont soumis en fait. Ces entreprises elles-mêmes sont soumises. Il y a des appels d'offres. Appels d'offres ou hors appels d'offres. Oui, d'accord. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir une entreprise qui peut représenter par exemple 30% de ton chiffre d'affaires et qui te dit, nous on a mis en place ce type de démarche, aujourd'hui qu'est-ce que vous faites? Oui, il faut que vous soyez mieux disant de ce point de vue-là, quoi. Tu vois, il faut que vous fassiez des efforts. Tu parlais des appels d'offres. À partir de 2026, tu auras des critères RSE qui vont devenir obligatoires dans les appels d'offres. Donc dès maintenant, les acheteurs publics ou privés doivent aussi être formés pour pouvoir passer ces appels d'offres et comprendre les critères. Les critères du S, de la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, le S correspondrait à quoi, généralement? Alors, sociétal, on dit RSE sociétal parce qu'on a social, économie et environnement, donc qui un impact sur l'aspect sociétal d'un territoire. Dans le social, tu auras tout ce qui est montant en compétences, formation, tu auras la sécurité au travail, tu auras ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, tu auras la diversité, tu auras l'inclusion. Tu vois, donc, tu as un certain nombre de thématiques qui gravitent autour déjà d'une organisation. Et en fait, on y a mis des critères en vérifiant, ben voilà, quand on parle de montant en compétences, quand on parle de répartition d'hommes et femmes dans certaines entreprises, quand on parle de haute rémunération dans des co-directs, etc., est-ce que c'est plutôt les hommes, est-ce que c'est plutôt les femmes? Donc, tu vois, c'est un certain nombre de critères qui sont vraiment liés à la gestion d'une entreprise. C'est pas un truc à côté, et on se dit, bon, on fait ça après, et puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Ça va être lié vraiment à la gestion de l'entreprise. Et quand tu arrives, donc elles sont sensibilisées, quoi. Alors, certains, oui, sur ces thématiques. Par exemple, tu peux avoir une porte d'entrée qui sera l'environnement par rapport à l'activité de l'entreprise, et puis moins le social, ou inversement. Donc, ça dépend effectivement de la porte d'entrée. Et puis, il y a un point aussi qu'on ne prend pas en compte, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Oui. Ah oui, parce que si la tête, ce qu'on appelle la tête, ne veut pas, ou on est moins sensibilisé, tu vas faire ce que tu veux, tu n'iras pas très loin. Donc, contrairement à ce qu'on pense, tu peux avoir une porte d'entrée qui va être par les salariés ou des dirigeants eux-mêmes. Oui. Et des fois, il faut manager les managers. Enfin, il faut leur apprendre des choses, il faut qu'ils soient d'accord. C'est exactement ça. Et alors, toi, je disais, toi, tu es vraiment globalement dans une logique de développement durable. Toi, la façon dont tu organises ton exploitation de 5 hectares, c'est dans cette logique-là, non? D'économie circulaire, de circuit court. Raconte-nous un petit peu ça. Voilà, l'idée, c'est vraiment, à terme, d'être autosuffisant, économie circulaire, de faire vraiment le cycle autour de l'exploitation. Donc, effectivement, en mettant en place ce qu'on a mis en maraîchage, en arboriculture fruitière, en élevage. Donc, on peut récupérer vraiment tout ça pour, par exemple, je donne un exemple, le fumier de l'élevage, on le récupère, on utilisera pour les plantations, on utilisera aussi en amendement, puisqu'on est en agroécologie, donc on est en amendement organique uniquement. Qui fait que toutes ces petites choses-là demandent beaucoup de travail. Mais je trouve qu'être éco-responsable, en tout cas, permet quelque chose de qualité.
quand même en résultat de qualité à la fin, même quel que soit le type de production, de société ou de service. Je pense qu'éco-responsable permet une qualité parce que c'est une qualité aussi de vie pour la personne qui produit, qui fonctionne, de travailler dans ces conditions-là. Et donc, on imagine donc ton exploitation avec une forme de diversité. Et puis donc, tu exploites les choses et tu les vends et tu les transformes. Il y a aussi une espèce d'intégration. Une valorisation totalement directe de vie. Voilà. Tu vas de la production au consommateur. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans du direct. Voilà, lors de des marchés, tout simplement. Quand je fais un marché, vous aurez les produits frais, mais vous aurez également les produits transformés en conserve, en sirop, en confiture, en jus. En salade de fruits, en gâteau, en tarte et tout. Mais vous les aurez aussi de manière, en venant sur place, c'est aussi une façon aussi de vous recevoir. Et alors, on est au cœur, on revient un petit peu, excusez-moi mesdames, on est un peu happé par l'actualité, mais en fait, c'est au cœur de notre pays, de notre territoire. Ces questions, et c'est la question qu'on pose beaucoup aux agriculteurs, quoi. Donc, les agriculteurs, tu parlais tout à l'heure du statut, donc on n'est pas reconnu, alors que c'est vous qui nourrissez les populations. On est au cœur aussi de cette question de souveraineté alimentaire, voire de comment on fait peut-être pour être moins dépendant de l'extérieur. Bon, aujourd'hui, la question sur la vie chère est beaucoup posée autour des grandes surfaces, autour des produits importés, le paquet de pâtes, mais il n'y a pas que les pâtes dans la vie, quoi. Oui. Il y a le fouille à pain, on l'a évoqué, il y a la goyave et tout ce qu'on peut produire. Est-ce que tu crois, Wael, que la Martinique, qui est un pays de 350 000 habitants qui vieillit, est-ce que tu crois qu'un jour, on pourrait être autosuffisant d'un point de vue de l'agriculture, de ce qu'on pourrait manger, y compris les produits transformés, tu vois? Je sais pas. Le temps que l'île disparaisse, parce que ça va aller vite, là, vu l'érosion qu'il y a autour de l'île. Ouais. Oh non. Tu n'y crois pas? Non. On n'a pas assez de terre pour produire ça? Moi, je suis au stade où je m'assieds avec mon père, où je lui dis, j'ai 40 ans, toi, ça fait combien d'années? Donc, ça fait combien d'années que toi, déjà, tu te bats pour les mêmes choses? Moi, j'arrive, c'est les mêmes choses, donc je sais pas. Tu crois pas à ça? Mais non, parce qu'en fait, même souveraineté alimentaire, c'est... Souveraineté alimentaire, c'est réduire la dépendance, quoi. Oui, mais j'y crois, moi, j'y crois parce que je travaille dedans pour ça tous les jours, au contraire. Mais je n'y crois pas parce que, comme tu dis, il n'y a pas de collaboration entre le public et le privé. Je n'y crois pas parce que aujourd'hui, même ceux qui sont déjà en place, les agriculteurs qui sont déjà en place, on ne leur donne pas les moyens d'être dans des conditions déjà de produire de façon normale, tout simplement. Quand je dis les conditions, je ne parle pas de... Alors, je ne reviendrai pas forcément sur la partie financière, puisque ça, pour le nerf de la guerre, c'est ce qu'ils disent. Mais surtout, on parle d'agroécologie quand ils disent souveraineté alimentaire. Agroécologie, c'est main-d'œuvre. Elle est où la main-d'œuvre? Qui est-ce que vous avez formé pour ça? Vous avez vu les jeunes qui sont dans les écoles agricoles? Non. Qui est-ce que vous avez formé pour ça, pour pouvoir travailler? Qui est-ce qui a envie aujourd'hui d'être exploitant agricole? Et surtout, envie de s'installer dans des conditions pareilles, mais aussi à qui on donne envie de faire ça? À qui on donne envie pour faire ça? Enfin, moi, je veux te dire, quand je raconte ma vie aux gens, c'est un problème. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois notre métier. Mais tu as un problème. Tu te réveilles à 4 h du matin. Non, mais je ne réveille, c'est sûrement le troisième réveil. Tu n'as pas de salaire, c'est ça? Mais c'est un tout. Oui. C'est une vie, vraiment. Je fais ça tous les jours. Je suis dedans au quotidien. Mais après, mais ta vie n'est pas enviable. Ta vie n'est pas enviable. Alors, pour moi, je suis totalement épanouie. Oui. Donc mais après, je leur explique parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est habitué. Moi, je commence à 8 h, je finis à 17 h, j'ai ma pause parce que la majorité des personnes travaillent comme ça. Mais quand on est agriculteur, il faut comprendre que c'est un chef d'entreprise comme Maude, comme quelqu'un d'autre, quel que soit le métier. Parce qu'on a ça aussi à gérer. Et ça, il faut le comprendre aussi. Il faut l'intégrer. Donc, tu me disais, toi, tu y crois, mais rien n'est fait pour que ça se fasse, quoi. Pour moi, non. Là, je suis en installation depuis plus de 10 ans. Non. Je vois bien. On peut pas se... Je vous dis, on se bat contre un mur. C'est difficile d'atteindre les gens concernés. C'est un parcours du combattant. Notre métier fait que si on quitte une journée de notre exploitation pour aller faire de l'administratif, c'est une semaine de travail de perdu. On peut me dire ce qu'on veut, c'est une semaine de travail. L'herbe, elle pousse, elle n'attend personne. Donc, il ne faut pas négliger
le métier d'agriculteur. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais on a l'impression que, tu vois, on a employé un terme tout à l'heure, s'agissant des chefs d'entreprise, tu sais, militants, quoi. Toi, tu es dans le militantisme permanent. Moi, c'est mon quotidien. Je suis née dedans, c'est mon quotidien, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pour ça que, bon, quand on me dit, ouais, tu viens pas. Mais en fait, tous les jours, moi, tout le monde. Faut que nous mangions, faut que samedi, ni manger. Tous les jours, c'est ça mon café. Bien sûr. Ouais, bah, maintenant, mon café, il faut que vous respectez ça, mon café. Même manière, mon café, ni mode, mon café respecter le travail mode. Et c'est ça qu'il faut que les gens respectent. De la même manière, moi, je rigolais de ça avec certains, où je dis, aujourd'hui, j'en arrive à dire que le statut d'agriculteur, il devait être comme le gars qui est à l'armée, là. À passer par ça. Non, à ce niveau, un statut. C'est-à-dire que quand le travail, il est harassant, il est difficile, les problèmes de santé ne sont pas à négliger. On se bat, on est dans un métier où tu dois avoir des visions, tu dois être scientifique, tu dois être plombier, tu dois être agro-transformateur, tu dois être électricien, tu dois tout faire, mais tout. Mais quand tu dis, j'ai pas compris l'analogie avec le militaire, qu'est-ce que dans le militaire, c'est son statut à la retraite, là. Ah, d'accord, ok. Voilà, par exemple. Donc, par exemple, garantir son 40 ans, statut de retraité. Voilà, c'est ça. On retient ça pour, voilà. on retient ça pour les politiques, là. Écoutez, tant pour comprendre. Non, mais le capable de manger demain, ni la grève, ni la guerre, premier nous qui venir chercher, voilà. Il faut bien nourrir toutes les gens dans les CRS 8 là. Et Maude, qu'est-ce que ça t'explique parce que tu ouvrais de grands yeux? Oui, parce qu'en fait, je comprends ce qu'elle dit. Même moi, tu sais, j'accompagne des entreprises et j'interviens parfois sur ce qu'on appelle du financement dédié, c'est-à-dire sur des projets justement, on va dire éco-responsables. Et pour moi aussi, c'est le parcours du combattant, parce qu'entre mode vous êtes trop pressé, ça fait 6 mois qu'à attendre une réponse. En fait, je sais parce que je suis vraiment à côté des chefs d'entreprise, donc j'entends leur ras-le-bol. Donc j'essaie de les soutenir, mais même moi, je trouve que c'est abusé en fait. Aussi, c'est difficile. Et c'est difficile pour moi aussi. Ça l'est encore plus. Donc on se dit, mais en fait, on n'est pas soutenu. Elle le dit, c'est une réalité. On n'est pas là pour jeter la pierre, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Les entreprises, pour moi, pour qu'on puisse piller, brûler là les entreprises, c'est qu'on n'a aucun respect pour le travail des entrepreneurs. Non. C'est-à-dire que tu ne comprends pas à quoi ça sert, puisqu'on est nous-mêmes concernés par la vie chère. Ce n'est pas une population qui est concernée par la vie chère, et puis les entrepreneurs qui viennent voler le pays. Et puis accessoirement, les entreprises brûlées, il y a des gens qui travaillent dedans, qui ont des familles à nourrir. Hein. Quand tu te dis que tu as 1000 personnes qui sont en activité partielle, c'est toutes les familles derrière qui sont en activité partielle. Quand on me dit, ah oui, mais les assurances, vous savez combien de temps les assurances vont intervenir? Alors, les gens ne comprennent pas, tu le disais, comment fonctionne une entreprise. C'est pas, ah oui, c'est brûlé, j'appelle l'assurance, et puis demain il me donne l'argent. Parfois, il y a des gens qui ne seront même pas indemnisés. Mais bien sûr. Et puis des gens qui vont se retrouver au chômage parce qu'ils sont peut-être proches de la retrite. Ça va être compliqué pour eux de retourner sur le marché du travail. Et puis, en fait, il y a une vision. C'est bien l'idée de l'économie circulaire. Mais en tout cas, l'économie, c'est de la circularité. Parce que l'entreprise brûlée, il y a des prestataires, il y a effectivement les fournisseurs qui ne pourront pas payer ou qui ne vont pas travailler après. Ça a des conséquences sur toute la chaîne. Bien sûr. Mesdames, à ce stade, il reste 4 minutes et demie. On va passer par la question rituelle. Je veux vous parler d'un homme. Un homme, il faut rendre hommage et parler d'un homme qui a compté dans... Regardez, qui a compté. Un homme? Un homme, lequel? Celui que tu veux. Comme dirait... Mais qui a compté, c'est-à-dire? Non, un homme, on rend hommage. Ça peut être quelqu'un de votre cercle ça ne peut être que mon père. Alors, parle-nous de ton père. Mon père, j'ai été élevé par mon père. Mon père, c'est un agriculteur comme il faut. Donc, il faisait de vraiment... tout. Mon père, il nous a éduqués avec comme il pouvait, avec ce qu'il avait, et on est ce qu'on est aujourd'hui, mon frère et moi. Et je trouve que c'est magnifique, avec les moyens qu'il avait, de nous avoir transmis tout cela, déjà l'amour de la terre, l'amour des gens aussi, le partage. Vraiment, il est vraiment dans du partage, dans de la transparence. Et il a su nous transmettre ça. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir transmettre ça aussi à mes enfants, à mes nièces. Parce que je dis ça, je tremble parce que vraiment, il a laissé aussi le fait, comme je disais au début de l'émission, la terre, pour moi, ça reste un ancrage qui est terrible de la manière positive, dans le sens où, en transmettant, il a transmis une exploitation qui est viable, qui est saine,
où on peut y vivre, où nos enfants, la transmission aussi se fait comme ça, donc ils sont là avec nous de manière saine et c'est que de l'amour, quoi. Et moi, je trouve ça magnifique. En fait, tout ce dont tu es rêvé quand tu étais petite arrive à se réaliser, mais c'était un long combat, c'était un dur combat parce que c'était pas facile. Aujourd'hui, je dis que, bon, il a cette retraite, tout ça, mais quand mon père s'est installé, on l'a pris pour un fou de faire de l'agroécologie. Donc aujourd'hui, je ne peux que dire... Comment il s'appelle? Monsieur Roger Toto. Ok, Roger. Ok, salut à Roger. Maud, un homme. Alors, ça va être compliqué. Vraiment, ça va être compliqué parce que j'en ai... Alors, j'ai pas plusieurs hommes, mais il y a plusieurs hommes quand même. Tu as le droit. Tu as le droit. En tout cas, fait ça au lait. En tout cas, fait exactement ça au lait. Qui ont quand même marqué mon parcours. C'est du direct ou pas? Parce que peut-être qu'on s'en là. Voilà, c'est un peu chaud. Et à chaque phase, j'ai rencontré des hommes, tu vois, comme quand on dit, parfois, on a des hommes pas très top. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai rencontré vraiment des hommes qui ont toujours été investis, qui m'ont donné aussi de la chance. J'ai eu des responsables hommes avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations, avec qui je suis toujours en relation et qui ont, je pense, peut-être une autre éducation, qui reconnaissent aussi qu'il faut savoir donner la chance à peut-être plus jeunes, à plus compétents, parce que tu sais, ça c'est aussi une question quand les gens se sentent peut-être en danger. Oui. Et j'aimerais vraiment remercier ces hommes-là en espérant qu'il y ait d'autres générations comme la leur. Ils se reconnaîtront, quoi. Oui, je pense. D'accord. Tu ne veux pas nous dire des noms? Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Ok, jingle, le mot de la femme. On arrive au terme de notre émission Femme. Je ne sais pas si on a dit le nom de ton cabinet, Cap Vergence. Oui, Cap Vergence. Cap Vergence. Donc le Cap, et puis on y va. Tu as compris. Ah voilà, c'est deux mots. C'est bien, ça. C'est une combinaison, Cap, le Cap. Oui, c'est ça. Okay, la vision, compris. Et puis on y va ensemble. C'est ça. Parce qu'elle fait du bateau. C'est pour ça. Qui c'est elle? Toi? Oui, voilà. C'est pour ça. Ah oui, elle a compris, c'est vrai, parce qu'elle fait du bateau. Et puis, non, je ne fais pas de bateau, ça arrive de temps en temps. Et puis, les saveurs de Wael. Les saveurs de Wael, c'est ton exploitation. Oui, voilà. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi? Maud? Qu'on revienne, je suis désolée, on est encore dans le moment compliqué, mais qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Je pense qu'on a besoin... Ouais, on a besoin de souffler et de revenir à de meilleurs sentiments, parce que là, c'est trop compliqué. On se fait du mal. Ouais, on se fait du mal. Ouais. C'est lourd. C'est très lourd. Ouais. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, ça rejoint soyons plus humains, aimons-nous, soyons solidaires, arrêtons d'être individualistes. Pas égoïstes, mais individualistes. L'égoïsme, c'est bon quand même, de temps en temps. Mais individualistes, arrêtons. Soyons vraiment soudés, quoi. Mais je sais que c'est pas évident. Mais il n'y a que ça qui marche. Et puis, aimons-nous. Oui, parce qu'on peut ne pas être d'accord. Bien sûr. Si tu veux, je me permets de commenter juste ce que tu viens de dire. On peut ne pas être d'accord et même foncièrement en désaccord, mais en continuant à s'aimer. Voilà. Tu vois, tu as des enfants, tu peux ne pas être d'accord. Maman, je veux sortir. Non, je t'ai dit. Tu veux sortir. Non, je t'ai dit, mais tu continues d'aimer ton enfant. C'est ça. Ouais. Donc on peut être en total désaccord, mais continuons de nous aimer. On garde ça comme mot de la fin? Oui. Merci, ouais. Femme, c'est l'amour. Femme, c'est l'amour. Merci, Maud. Merci. Maud Charles, donc de Cap Vergence, et puis Wael Toto, les saveurs de Wael. On a parlé de toute autre chose et de bien plus que les saveurs de Wael et Cap Vergence. Okay. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Femme avec tout autant de plaisir, des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires sur Zitata, mardi 21h10. Bye bye. Femme. Femme, 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 femme.